Sa sœur était partie. Nini était partie. Mais par la fenêtre, Loïc pouvait observer la place vide. Elle n'a pas été aussi calme depuis des mois entiers. On est début septembre, les enfants sont retournés à l'école, et depuis le confinement, depuis le 17 mars, ils passaient leur vie dehors à jouer au pied des arbrisseaux déplumés ou alors à l'ombre de la maison de quartier. Leurs claquettes martelaient le goudron quand ils couraient d'un bout à l'autre des parkings, comme une nuée d'étourneaux. Ils mettaient un boucan pas possible, l'école a repris en mai, pour quelques semaines. Et puis il y a eu les vacances d'été et les gamins ont réinvesti la place. Les piaillements, les cris, les rires, les pleurs, les grincements de roues des trottinettes ont résonné de plus belle sous les fenêtres des résidents. Loïc ne réussissait pas à se concentrer pour écrire. Impossible, impossible d'apprendre ses textes. Il répétait à haute voix et bien fort, bien entendu, mais pour que ses répliques couvrent le bruit extérieur qui reprenait vite, semaine après semaine, c'était chose impossible. Sur la route, au loin, des voitures défilaient. Loïc se lève. Il jette sur la table la lettre. Il ferme les yeux. Il écoute le silence de son salon. Il ouvre son cahier et il écrit. Chaque pièce de ma maison possède un silence différent, dit Clic, dans la scène que Loïc a écrite la veille au soir dans son carnet bleu, celle qui continue aujourd'hui. Ma chambre a un silence épais et jaune, ma cuisine a un silence métallique, mes toilettes ont un silence d'œil de cyclone et mon salon a un silence de canari, mort au fond de sa cage, le bec dans son écuelle. Un autre jour, Nini, sa sœur, lui avait dit « Oh non, tu as peur ?» Loïc lui avait répondu « Bien sûr que j'ai les chocottes, pas toi. Tu trouves ça normal qu'il y ait un virus qui court toujours et que le gouvernement lève les restrictions, que le gouvernement prétende que tout va redevenir comme avant et que tout est sous contrôle alors que la maladie passe d'un citoyen à un autre, invisible, dans les bonjours et les merci qu'on s'envoie. Tu ne l'entends pas, toi, l'hélicoptère de l'hôpital qui continue ses allées et venues au-dessus de la résidence du matin jusqu'au soir. C'était le cas de la semaine dernière et de la semaine précédente encore. Loïc n'est pas dupe, il sait bien que si le président Macron a permis aux citoyens de retrouver leur liberté, c'est parce que l'économie doit repartir, malgré la menace. Mais si on perd des gens en route, on ne peut pas laisser le pays courir à sa ruine. Ok, ça se comprend, seulement Loïc ne fera pas partie de ces sacrifiés pour la patrie. Pendant la dernière Coupe du Monde de football, il a bien mis un maillot de l'équipe de France. Il a mis une perruque bleu, blanc, rouge, mais il ne faut pas exagérer. Il aime son pays, sa région, ses traditions, ses paysages, mais pas au point de risquer sa vie. Loïc n'a jamais été très courageux, certes. Mais ça sert à quoi d'être courageux quand on est mort? Impossible de résoudre cette question. Il se lève du canapé, il se dirige vers la chambre. Il marche, il chuchote son texte en marchant. Il reprend sa pièce. Non, cloque. Moi, je ne pourrais jamais mettre une raclée à poilu et boulette. Mais toi, tu pourrais le faire. C'est le bazar dans le pays. Tu pourrais remettre de l'ordre. Il faut que quelqu'un le fasse. Moi, Clic, tu crois? Quand il récite le rôle de Clic, Loïc prend une petite voix aiguë. Et quand il fait cloque, il prend une voix grave. Parfois, il parle tellement bas qu'il ne reste plus qu'un mince filet d'air, inaudible entre ses lèvres. Mais ses sourcils dansent, ses yeux roulent et il dodeline de la tête. Son visage affiche une succession de mimiques exagérées. Sur la table de Loïc, il y a un cahier rouge pour les notes et un cahier bleu pour la pièce de théâtre. Le cahier rouge est pour les notes, toutes les pensées, toutes les phrases qui traversent son esprit et qui méritent de se poser sur une feuille. Certaines seront rayées, mais pas trop fort. On pourra encore les lire et se souvenir de la raison pour laquelle elles ont été biffées, un peu comme des détenus condamnés à la prison à vie qu'on observerait entre les barreaux de leurs cellules. Loïc est pris de vertige quand il songe à toutes les pensées dignes d'intérêt qu'il a eues depuis sa naissance, des pensées qu'il n'a pas notées.
Il croit se souvenir de certaines d'entre elles, mais sans être certain qu'elles soient authentiques. Elles paraissent fades, elles paraissent ternes, sa mémoire les aura mal conservées, les laissant se dégrader et moisir dans un caveau humide qu'elle imaginait, sa mémoire, ne jamais devoir rouvrir. Il y a aussi donc un cahier bleu. C'est le cahier pour la pièce de théâtre. Loïc y écrit le lendemain de la première séance de l'atelier de théâtre avec Ali. Il y écrit la première scène. C'était sur le parking du Leader Price, appuyé contre un conteneur de collecte de verre. Ensuite, il a gravi la côte qui mène à la place Carrée. Il a oublié les voitures et les camions qui circulaient sur la route à côté de lui. Dans sa tête, il entend les dialogues de sa deuxième scène. Au feu rouge, il s'assied sur le banc, dos au massif de fleurs et au parterre de gazon qui embellissent ce carrefour passant. Les semi-remorques freinent et redémarrent dans un grondement assourdissant. Loïc n'y prête pas attention. Non, les voix ne s'arrêtent pas. Il lui suffit de tendre l'oreille et d'écrire. Sa pièce met en scène deux personnages, Click et Clock. Click est un petit bonhomme timide et peureux. Clock est un géant aux muscles d'acier, idiot mais serviable. Sa première préoccupation est de prendre soin de son ami, Click. Ou bien est-ce son frère? Loïc ne le sait pas vraiment encore. Chaque scène montre Click et Clock confrontés à un nouveau problème. Et ce nouveau problème, ils finissent toujours par le résoudre. À mesure qu'il écrit, Loïc comprend que la somme de ces petits problèmes et de ces petites résolutions produit un schéma plus large. La pièce entière, semble-t-il, consiste en la résolution d'un vaste problème. Mais pour l'instant, Loïc ignore encore lequel. Exemple. Si tu continues à te manger les doigts, Clock, tu ne pourras plus attraper les pigeons sur la place. Alors tu seras triste. Mais j'ai trop faim. Eh bien, mange autre chose que toi-même. Et si je me mange entièrement, il restera ma bouche. Bien sûr, mais comme tu auras mangé ton cerveau, elle ne te servira plus à parler, seulement à dévorer le reste du monde. Loïc se souvient que le cours de théâtre d'Ali, c'est beaucoup plus qu'un cours. Le professeur proposait des échauffements, des exercices, il donnait des conseils, il écrivait, il montait des spectacles, parfois sans qu'on sache ni quand ni comment cela arrivait. Le déroulement habituel de l'atelier s'interrompait, la conversation bifurquait et Ali se mettait à raconter une histoire, une très très longue histoire. Une histoire qui arrêtait le temps et qui vous faisait oublier qu'une vie vous attendait hors de la salle. Les élèves remarquaient à peine qu'ils se regroupaient en cercle, assis, captivés dès les premiers mots. Ali leur avait expliqué que ce cercle d'auditeurs, c'est la halqa. Ce nom, par extension, est devenu celui de l'art ancestral du conte marocain qui se pratique dans les souks du pays. La halqa la plus connue, c'est celle de la place Jema al-Afna à Marrakech. Ali s'y était rendu à de nombreuses reprises. Il avait admiré le pouvoir de ces hommes, la manière avec laquelle ils envoûtaient l'auditoire. Et s'il avait été à ce point fasciné, c'est parce que l'art de la halqa coulait dans ses veines. Oui, le père d'Ali était un enfant de la halqa. Adolescent, alors qu'il vagabondait loin des siens, il avait trouvé un petit boulot auprès d'un conteur de la ville portuaire de Melilla. Sa tâche consistait d'abord à passer le chapeau dans l'assistance pendant que son patron charmait l'auditoire avec des sagas picaresques. Mois après mois, sans effort, le garçon avait fini par connaître par cœur toutes ces aventures fabuleuses. Il avait été le témoin de leur évolution. Il avait observé comment des épisodes à peine esquissés s'étoffaient à force d'être racontés, comment les réactions du public permettaient de distinguer les variantes d'un récit. Aucune histoire n'est jamais la même, disait Ali. Il faut voir si on la raconte le matin ou le soir, devant 200 ou 200 personnes, dans le froid ou la canicule, si on la raconte à l'âge de 30 ou de 50 ans. Aucune histoire n'est jamais la même. Et pourtant, celui qui l'écoute pourrait la raconter à son tour. Et c'est ce qu'a fait mon père bien des années plus tard, quand il a eu des enfants, quand il a eu mes sœurs, quand il a eu moi, quand il nous a restitué ses contes à sa manière pour appuyer une réprimande, dispenser un conseil. Il nous disait toujours, le conte est l'école de ceux qui ne vont pas à l'école. Oh non,
lui dit sa sœur, un autre jour. Loïc, tu as peur du virus, c'est ça? T'as peur du vaccin? Mais t'exagères. Mais Loïc pense qu'il n'exagère pas du tout, au contraire, il fait preuve d'une grande sagesse en préférant attendre d'en savoir plus. Mettre au point un vaccin aussi vite, on n'a jamais vu ça. C'est ce que tout le monde dit sur les réseaux sociaux. Pour le sida, ça fait des années que les gens meurent et il n'y a toujours pas de vaccin. Et puis, il a lu que ce vaccin était un nouveau type de vaccin qui se sert de l'ADN ou de quelque chose du genre. Loïc n'a pas vraiment envie qu'on modifie son ADN, même pour le protéger contre le virus. Peut-être qu'il fonctionne, ce vaccin, ça serait bien, mais peut-être pas. Qu'est-ce qui se passera si son ADN à lui est modifié de manière irréversible? Qu'est-ce qui se passera s'il développe des cancers ou pire? L'ADN, c'est la formule qui décide qui on est quand même. Si on change la formule, on devient qui? Loïc ne pense pas, comme certaines personnes dont il a lu les interventions sur les réseaux sociaux, que les gouvernements soient à l'origine du virus, qu'ils proposent aux populations de se faire inoculer le vaccin pour les contrôler. Non, 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 il n'est pas stupide. Mais même en admettant que tout soit fait pour que le bien-être des citoyens soit là, même en admettant que cette histoire de modification génétique n'est pas rassurante. Bref, Loïc se demande comment un vaccin peut faire ça. Il se dit que cela pourrait entraîner des terribles conséquences. Il y a une image lui revient à l'esprit, celle de Guy Georges. Guy Georges, le violeur et l'assassin qui a terrorisé Paris dans les années 90. Il a finalement été confondu par son ADN, Guy Georges. C'était à la télé, c'était d'en fait entrer l'accusé. Et si le vaccin modifiait son code génétique, s'il le faisait ressembler à celui d'un violeur ou d'un tueur? Non, le mieux pour l'instant, pense Loïc, c'est de rester ici, à l'abri. Les scientifiques vont faire des tests. Ils vont comprendre comment fonctionne le virus, d'où il vient, de quoi il se compose. Alors, on saura le combattre, on l'éradiquera et on n'entendra plus jamais parler de ça. Là, oui, ok, je pourrais sortir. Bien sûr que je sortirai. Bien sûr que j'en ai envie. Il faut que je joue, je ne peux pas répéter éternellement chez moi. Il me faut un public. Ce sera magnifique, ce sera un jour merveilleux. J'ouvrirai la porte, je passerai le seuil, je traverserai le couloir, je descendrai l'escalier, 3 étages, j'appuierai sur le bouton mural qui déclenche le déverrouillage, je pousserai la porte. Et Loïc jette le cahier bleu au travers de la chambre. Il y croit à peine. Le cahier déploie ses pages, essaye de voler, n'y parvient pas, il s'écrase contre le mur, il tombe par terre. Loïc, lui, sort de la chambre. Finalement, il n'y avait qu'une prairie, il n'y avait qu'une forêt, il n'y avait qu'une mer, il n'y avait qu'une ville. Loïc atteint l'entrée, il déverrouille la porte. Il sent sous ses doigts tourner les 3 verrous. Il pose sa main sur la poignée, il l'actionne, il tire la porte, elle pivote. Elle s'ouvre, il approche un pied, l'autre pied, ses gros orteils effleurent la barre de seuil en cuivre. Il voit le couloir, le carrelage à petits carreaux mouchetés avec de la crasse qui dépasse des joints, le mur blanc couvert d'empreintes. C'était comme si on s'était appuyé là 1 million de fois pour supporter le poids de la vie. Il fait un pas en arrière. Il fait un pas en avant. Il refait un pas en arrière. À partir d'une certaine pression, les matériaux les plus durs se plient comme des feuilles de papier. Une prairie, une forêt, une mer peut-être, une ville. Loïc claque la porte. Nuit encore, jour à nouveau, nuit toujours, le soleil ne se lève plus, la voix parle sans cesse. Loïc reprend son cahier, il écrase la mine de son stylo-bille sur le papier et ses doigts transpirent. Il écrit la dernière réplique de Click. « Va me chercher à manger, dit Click. Va écouter ce que disent les enfants, va voir dans le gymnase où on vaccine, reviens tout me raconter. Il n'y a que toi qui puisse tout me raconter. »